Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane qui est notre invitée ce matin. Bonjour Corinne Mancé-Gaster. Bonjour. C'est votre deuxième rentrée en tant que présidente de cette université. Question, dans quel état d'esprit s'est préparée et s'est réalisée cette rentrée? Alors, comme toute rentrée universitaire, la préoccupation majeure a été de pouvoir, on va dire, accueillir dans de bonnes conditions les étudiants. Donc, tout a été mis en œuvre pour qu'ils soient accompagnés. Depuis plusieurs années, un système de tutorat est mis en place. Et puis, des rentrées, des pré-rentrées solennelles, de façon à leur présenter l'ensemble des services communs, des équipes pédagogiques. Et puis, surtout, une volonté, on va dire, particulière cette année, de manifester, on va dire, presque la reconnaissance que nous avons vers ces étudiants qui nous ont fait confiance et qui se sont inscrits dans notre établissement. Alors c'est vrai, Madame la Présidente, que pour l'heure, l'effectif avoisine les 10 200 inscrits répartis entre les pôles de Martinique et de Guadeloupe. Le registre des inscriptions demeure ouvert jusqu'à la fin du mois. D'ailleurs, quel serait l'effectif correct, entre guillemets, pour entamer cette année universitaire? Alors, je rappelle qu'en général, sur l'Université des Antilles et de la Guyane, avec 3 pôles, on était autour de 12 000, 13 000 étudiants. Donc, on va dire qu'un effectif de 10 000 étudiants, c'est déjà bien. Sachant qu'en Martinique, nous sommes aussi en baisse démographique. Donc, un effectif de 10 000 étudiants me paraît extrêmement correct, même si naturellement, comme toute université, nous avons l'ambition d'accroître nos effectifs et de passer naturellement à 12-13 000 étudiants au cours du temps. Je pense que ce sera largement possible. Des étudiants sont partis. Crise oblige, ça on y reviendra tout à l'heure. Comment rétablir la confiance et se recentrer ou revenir à la mission cible première, la réussite de ces étudiants qui suivent leur cursus au sein de l'UAG ou de l'UA? Alors déjà, je tiens à préciser que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu puisqu'on a quand même un effectif étudiant intéressant. Les inscriptions se poursuivent avec quand même un certain afflux d'étudiants dans les facultés depuis début septembre. Alors, il me semble que pour établir pleinement la confiance et pour faire en sorte que l'université se recentre sur ses missions fondamentales, la réussite des étudiants, c'est une prise de responsabilité de chacun des acteurs avec, on va dire, en tête l'idée que nous sommes avant tout un organisme de formation, de recherche, où des étudiants viennent se former pour après avoir de meilleures chances d'insérer le marché professionnel. Je crois qu'il faut que chacun garde en tête cette mission fondamentale et que l'étudiant soit au cœur du système. Revenons sur l'un des événements de la rentrée, en tout cas la démission de votre vice-président du pôle Guadeloupe, M. Geoffroy, avec une lettre qui a été adressée à la communauté universitaire. Comment on réagit en pleine rentrée sur une action comme celle-là et la situation, comment est-elle gérée du côté du pôle Guadeloupe? Alors, il faut savoir que, effectivement, le 1er septembre 2014, Monsieur Geoffroy, vice-président du pôle Guadeloupe, a présenté sa démission. Donc, je respecte naturellement la décision de ce collègue, même s'il est vrai qu'il aurait mieux valu qu'une semaine avant il le fasse, puisque la reprise officielle a été le 25 août. Maintenant, chacun est libre de ses choix. Il y a sans doute un signal à décrypter, mais je crois que je préfère me concentrer sur la continuité du service public. Et comme vous le savez, un administrateur provisoire, Monsieur Didier Bernard, qui a déjà occupé ses fonctions avec beaucoup de brio, a accepté au pied levé de prendre cette responsabilité. J'en le remercie au nom de l'établissement, mais aussi au nom du pôle Guadeloupe et des étudiants du pôle Guadeloupe. Et je crois que il gère au mieux et que la rentrée s'est passée sur le pôle Guadeloupe dans de bonnes conditions. Parmi les nouveautés de cette rentrée, alors c'est vrai qu'il y a de nouvelles filières qui apparaissent au sein de cette université. Parmi elles, le DUT MMI, métier, multimédia et de l'Internet. Quelles sont les ambitions de ces nouvelles filières proposées par la direction de l'établissement, on va le dire comme ça? En fait, déjà, je crois qu'il faut souligner le fait que malgré la
crise, l'établissement a continué de fonctionner. Les projets qui étaient mis en œuvre se sont réalisés. Et je félicite l'équipe pédagogique de l'IUT de Guadeloupe et en particulier Madame Aurore d'avoir tenu bon et de proposer ce nouveau cursus qui a eu beaucoup de succès et qui permet justement à l'université d'accroître sa palette de formation en allant vers des métiers d'aujourd'hui mais aussi de demain, dans des formations courtes, professionnalisantes, puisque je rappelle qu'au niveau des DUT, on a à peu près 90% de réussite et un taux d'insertion professionnelle extrêmement important. Et je signale également que la faculté des lettres et sciences humaines a mis en place également, donc dès la rentrée, un master français langue étrangère en ligne avec plus de 120 inscrits de toute la Caraïbe, puisque ce sont des étudiants caribéens anglophones et hispanophones qui souhaitent accroître leurs compétences en français. Donc, ces signaux me semblent extrêmement positifs et montrent que le dynamisme de l'établissement n'a pas été totalement entravé pendant cette crise. Alors, ces derniers mois, on le sait, les dossiers liés à l'UAG ont été suivis donc des derniers mois agités. L'ordonnance de juillet dernier qui a acté la fin de l'université tripolaire pour une université des Antilles et puis celle de Guyane, qu'est-ce qui change dans le fond? Je sais qu'on est en période de transition actuellement. Oui, alors l'ordonnance, ce qui va changer donc avec cette ordonnance de juillet 2014, c'est que les pôles seront pleinement autonome. Donc c'était un vœu depuis très longtemps. Aller même dans le contexte UAG avec 3 pôles, c'était l'idée d'avoir une autonomie maximale des pôles pour réduire les tensions, les délais de traitement, etc. Donc cette ordonnance, je le rappelle, qui a fait l'objet de navettes avec le ministère et pour laquelle se sont impliqués les présidents de conseil régional et général de Martinique et de Guadeloupe, qui ont permis également d'accroître, de renforcer le contenu de cette ordonnance au niveau de l'autonomie. Cette ordonnance permet à chacun d'être chez soi en quelque sorte, tout en continuant de maintenir un établissement unique, viable, autour de 10 000 étudiants pour le moment, de manière à donner une visibilité à l'enseignement supérieur dans nos régions. Donc ce qu'il faut retenir de cette ordonnance, c'est une autonomie financière, pédagogique, scientifique et administrative qui est en train d'être construite et qui va aboutir à la création, à l'élaboration de nouveaux statuts pour l'Université des Antilles. On a noté la semaine dernière que certains personnels, notamment du pôle Guadeloupe, ont manifesté leur opposition à cette ordonnance. Est-ce qu'il y a encore des craintes de voir remonter ces tensions et 2 universités, Martinique-Guadeloupe? Est-ce que c'est pensable aujourd'hui? Écoutez, vous savez sans doute que l'histoire de l'UAG est traversée depuis 30 ans par des tensions vives. Ça faisait plus de 20 ans que la Guyane demandait son indépendance, donc il y aura toujours des séparatistes et des gens qui, comme moi et mon équipe, et beaucoup de membres de la société, des sociétés civiles martiniquaises et guadeloupéennes qui croient en la nécessité de maintenir des liens de coopération forts entre la Martinique et la Guadeloupe à travers un établissement unique. Je rappelle que les associations de parents d'élèves, des comités de soutien, des organismes professionnels, la CCI, le CCE, en fait, beaucoup de monde s'est mobilisé pour sauver, on va dire en quelque sorte, une université des Antilles. Donc je crois qu'il faut surtout regarder par là en se disant que nous avons à gagner à une coopération et je vous dis très sincèrement que les liens avec la Guyane ne seront pas rompus puisque nous sommes déjà en train d'étudier de nouvelles formes de coopération. Je crois que en tant que 3 régions, il sera difficile de couper complètement les ponts. Donc moi je crois et j'encourage vivement cette coopération qui est aussi le signal d'une fraternité entre nos peuples. Les conditions sont-elles d'ores déjà remplies pour cette séparation et la création officielle de l'université de Guyane? C'est le 1er janvier prochain. Nous avons eu une mission d'inspection générale pour nous aider à réaliser cette scission. Le rapport a été rendu dernièrement. Je suis en contact étroit avec le recteur de Guyane et le nouveau président de l'Université de Guyane pour que cette séparation se fasse au mieux, sans heurts. Et je crois que avec la bonne volonté que tous semblent manifester, c'est plutôt bien parti. Même si dans les 3 prochains mois, nous aurons beaucoup de séances de travail pour concrétiser les choses. Corinne Moncé-Caster, il y a ce fameux dossier
dossier appelé, allez, on va faire court, à faire du CEREC-bien, et cette volonté annoncée de faire dépayser la procédure disciplinaire. Où on est sur ce dossier dans son volet administratif après l'audience du 2 septembre dernier auprès du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche? Alors, je rappelle que justement, des mesures conservatoires de suspension des professeurs Célimène et Logossa avaient été prises par moi en tant que présidente le 26 mai dernier, suite aux préconisations du rapport de l'inspection générale et avec l'appui du ministère. Il y a eu un référé au Conseil d'État qui a confirmé ces mesures en sanctionnant d'ailleurs financièrement les deux professeurs. Et donc, ce sont des mesures conservatoires qui sont prises dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Donc, cette procédure disciplinaire va avoir lieu dans une autre université. Et donc... Vous en avez la certitude aujourd'hui? En fait, il faut savoir qu'après l'audience du 2 septembre, cette certitude s'est installée, même si officiellement, cette décision ne sera actée que plus tard. Mais, et la partie adverse en a convenu, le dépaysement, pour des raisons de sérénité, d'impartialité, paraît être la meilleure solution pour que cette procédure disciplinaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. On imagine que les chantiers en cours sont de divers ordres. Quels sont ceux qui sont prioritaires pour vous et votre équipe dans les 3 prochains mois notamment? Alors, on va dire que nous avons à préparer le nouveau contrat avec le ministère dans le cadre de l'Université des Antilles. Donc, ça veut dire toute la carte de formation à renouveler. C'est extrêmement important parce que, en fait, il en va de l'insertion professionnelle de nos jeunes. Donc, ça, c'est un chantier majeur. Comme je vous le disais, l'élaboration des statuts au plan institutionnel et puis continuer ce travail autour de la rationalisation de la gestion, de la certification des comptes, puisque nous avons en charge les salaires de tous les personnels de l'UAG. Il est extrêmement important de suivre aussi ce dossier financier. Madame Mancé-Caster, depuis quelques mois, on parle de bataille de conseil, on a même parlé de guerre de tranchées, on sait qu'il y a une enquête de justice en cours, donc nous n'allons pas la commenter. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous craignez pour votre intégrité? Les menaces ont-elles cessé? Alors oui, les menaces ont cessé. Je crains pas pour mon intégrité. Je n'ai jamais craint pour mon intégrité. J'ai surtout été extrêmement surprise que dans une démarche d'audit, comme tout nouveau chef d'établissement ou responsable d'une institution, j'ai mis en place un certain nombre d'audits et j'ai été extrêmement, on va dire, choquée de voir qu'on parlait de guerre de gang, de guerre ne respectant absolument ni l'institution ni ma fonction. Et je crois que les rapports ont été produits. Comme vous l'avez dit, une enquête judiciaire est en cours. Au niveau administratif, la procédure disciplinaire va être déclenchée. Donc, je crois qu'il faut aborder cette question avec beaucoup de sérénité et se dire qu'il est naturel de remettre de l'ordre quand il le faut, sans qu'il y ait à déchaîner des passions. Et ces passions devraient justement nous interroger sur ce qu'il y a derrière tout ça. En quelques secondes, vous avez été élu en janvier 2013. Vous avez connu une mandature des plus compliquées. Si c'était à refaire, seriez-vous encore partante pour une telle mission-fonction? Alors, je tiens à dire que j'ai pris cette décision de me présenter à la présidence après 20 ans à l'UAG. Le 1er septembre 2014, ça faisait 20 ans que j'ai été nommée à l'UAG. Et donc, j'ai pris le temps de l'observation, de l'apprentissage, des responsabilités. J'y suis pas allée comme ça. Et la question que vous me posez me donne envie de dire, est-ce que quand on sent la nécessité de mettre de l'ordre, est-ce qu'il faut ne pas y aller? Est-ce que tous ceux qui ont cette envie de voir les choses fonctionner mieux ne devraient pas aller et laisser la place, on va dire, au désordre et à une gestion qui me paraît des plus opaques? Donc je dis oui 2 fois plutôt qu'une, même si effectivement j'ai eu des moments très difficiles. Merci beaucoup. Merci Corinne Mancé-Caster d'avoir fait votre entrée immédiate d'ailleurs dans Décryptage. Je rappelle que vous présidez l'Université des Antilles et de la Guyane. Bonne année universitaire tout de même. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne journée.